Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous voilà réunis ce 25 mars pour aborder le sujet de l'IA sous l'angle des risques et des opportunités pour les praticiens du droit, mais aussi pour les étudiants en droit. À la lumière du futur des règles, du futur de la vérité et du futur de l'intelligence. La date du 25 mars est symbolique puisqu'elle célèbre l'anniversaire de la signature du traité de Rome, date historique importante dans la construction de l'Europe. Mais elle marque aussi le lancement du nouveau nom et de la nouvelle identité du groupe européen Lefebvre, dont l'Arcier Intercentia fait partie. L'Arcier Intercentia fait en effet partie du groupe européen Lefebvre qui s'appelait encore hier Lefebvre-Sarru. Le groupe Lefebvre est leader européen de la connaissance pour les professionnels du droit et la fiscalité. Le groupe Lefebvre est présent dans 8 pays d'Europe, dont la Belgique et le Luxembourg, sous le nom de l'Arcier Intercentia. C'est donc une date historique forte pour l'Europe qui nous réunit aujourd'hui pour parler de l'intelligence artificielle. Le développement de l'intelligence artificielle soulève en effet des enjeux auxquels les organisations et institutions publiques et privées du monde juridique doivent se préparer. Souveraineté, éthique, sécurité, fiabilité, mais également l'impact environnemental. Pour en parler aujourd'hui, j'ai à mes côtés Alain Stroel et Paul-Étienne Pimon. Bonsoir. Bonsoir. Alain Stroel, vous êtes professeur à l'UC Louvain. Vous êtes également avocat au barreau de Bruxelles et vous portez aujourd'hui, enfin pas seulement aujourd'hui, la double casquette de praticien et d'académique. Vous avez d'ailleurs publié récemment avec François Wéry chez l'Arcier Intercentia un nouvel ouvrage intitulé « L'intelligence artificielle pour les juristes », qu'on voit d'ailleurs en images. Vous y abordez les progrès de l'IA générative depuis l'arrivée de ChatGPT fin 2022, qui oblige tout juriste à s'intéresser aux outils dits intelligents, qui sont donc en train de renouveler la production de contenu, notamment de textes juridiques. L'ouvrage entend accompagner les juristes, en particulier les avocats, qui sont à intégrer ces outils d'IA dans leur pratique. Le résumé vous correspond? Parfait, oui. Ah, c'est pas évident de résumer 286 pages. N'est-ce pas? Parfait. Paul-Étienne Pimon, vous êtes CEO, Editorial and Training Business Lines Director, l'Arcier Intercentia. Ça vous convient également? Le tout en bon français, exactement. Magnifique. Bonsoir et bienvenue à vous deux. Merci pour votre présence. Alors, une première question pour vous, Alain Stroel. Tout d'abord, est-ce que vous considérez l'IAG comme à la source d'une révolution intellectuelle, comme certains ont osé affirmer? Oui, certains l'ont dit. Je ne le pense pas, parce que la technologie de l'intelligence artificielle générative est en continuité avec ce qui était connu en termes de chatbot. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est que la capacité de calcul s'est développée. On a des processeurs beaucoup plus rapides. On a eu accès à des masses de données et le résultat est que ces outils peuvent maintenant générer des contenus qui sont très convaincants. Donc il y a eu un effet de surprise et à juste titre en novembre 2026 lorsque ChatGPT a été pour la première fois rendu accessible au public. Mais il y a tout un historique avant, donc ce n'est pas en rupture absolue par rapport à cet historique de la technologie. Oui. Les forces de l'IAG, j'imagine que vous en citez énormément, mais y a-t-il aussi certaines limites dont vous souhaiterez parler? Mais chaque force a son revers et sa limite. Je trouve par exemple que l'outil est fantastique en termes de génération d'un discours de paraphrase. Il est capable de paraphraser. Et c'est ce qu'on demande à nos étudiants. L'apprentissage passe sans doute en partie par la paraphrase. Donc ça veut dire pouvoir dire les choses autrement dans ses propres mots. L'humain doit aller puiser dans ses ressources. La machine va puiser dans les corpus et fait des calculs probabilistes pour résulter dans un output qui actuellement est assez convaincant puisqu'il est très correct sur le plan stylistique. Donc il y a cet avantage de la paraphrase, mais la paraphrase peut se muer aussi en plagiat, parce qu'à partir d'un certain moment, lorsqu'on imite bien son maître, on peut aller trop loin. Et ça, c'est un des risques de l'intelligence artificielle générative. Mais on pourrait parler de beaucoup d'autres choses, hein, le problème des données,
On ne sait pas toujours bien, avec certains outils en tout cas, sur quelles données ils ont été entraînés, ce qui pose des problèmes. Bon, il y a la question des biais, par exemple, et on pourrait reparler aussi tout à l'heure des hallucinations. Donc il y a des surprises que ces outils produisent, et bon, ce sont des lacunes. Oui. Oui. Est-ce que le droit, d'après vous, va évoluer au vu de la diffusion croissante de l'IAG ? Mais ça dépend comment ces outils sont utilisés dans les différents métiers qui produisent du droit. Alors, il y a d'abord le législateur. Est-ce que ce sera utilisé en légistique ? On pourrait sans doute faire mieux que ce que le législateur actuel, qu'il soit belge ou européen, produit. Peut-être que les outils pourraient améliorer la production à ce niveau-là. C'est clair que les contrats sont un foyer de génération de droits, et la conclusion des contrats, la rédaction des contrats sera facilitée par ces outils. C'est une des applications les plus convaincantes actuellement. Par contre, le droit, c'est aussi la jurisprudence. Là, je pense qu'il faut être plus réservé dans l'utilisation de ces outils, dans la production de la vérité judiciaire, pour plein de raisons. Et pour vous, Paul-Étienne Pimont, en tant qu'éditeur, comment l'Arcia Intersentia rend le droit plus accessible ? Alors là, on est vraiment au cœur de notre métier. Si vous demandez à n'importe quel éditeur un petit peu quelle est la nature de son métier c'est d'être un passeur. Donc en tant qu'éditeur juridique, on se considère comme des passeurs de droit. Et je dirais le groupe Lefebvre que vous avez évoqué tout à l'heure, et donc plus particulièrement l'Arcia Intersentia, on a essayé de formaliser ça et de formaliser les choses dans une raison d'être qui est assez simple, qui est notre rôle, c'est activer la connaissance pour une société plus juste, efficace et durable. C'est ambitieux, mais je dirais que le droit en vaut la peine. Et de cette raison d'être découlent 5 engagements. Je vais vous faire grâce évidemment des 4 autres engagements, mais il y en a un qui est important, c'est garantir l'accès au droit. Et c'est-à-dire que toute notre activité tourne autour de ça véritablement, et c'est notre rôle, et on considère que c'est notre rôle. Alors c'est notre rôle comment ? C'est notre rôle en tant qu'intermédiaire, je dirais entre les créateurs du droit et les utilisateurs du droit. On est dans ce rôle de médium en fin de compte, et de rôle de passeur, encore une fois. On est aussi dans un rôle de partenariat avec les différentes parties prenantes et avec les autorités publiques et privées, mais avec les autorités publiques aussi. Et c'est vraiment, je dirais, un des points qui est important et souvent méconnu du rôle de l'éditeur juridique, parce qu'on est là pour aussi mettre à disposition la jurisprudence, la législation, faire en sorte que la législation soit bien consolidée. Ça nous arrive parfois d'avoir des discussions avec les autorités publiques sur une nature de consolidation, parce que, et vous l'avez évoqué, monsieur le professeur, il y a malgré tout, et j'espère que l'IA permettra d'arriver à des progrès en termes de légistique notamment, et d'évolution là-dessus. Donc ça, c'est des éléments importants, et tout ça pour soutenir, et c'est, je dirais, le côté le plus ambitieux, pour soutenir un petit peu l'état de droit. Ça, c'est le premier aspect. Mais on a un autre aspect qui est un peu plus concret, c'est rendre le droit plus opérationnel et intelligible. Et alors là, il est assez complexe, celui-ci, parce que notre rôle n'est pas non plus de vulgariser. On s'adresse à des professionnels du droit ou des professionnels non juristes, mais le but du jeu n'est pas de faire un raccourci qui risquerait de les mener vers une voie qui n'est pas la bonne et qui n'est pas applicable, et qui ne leur permettrait pas de se mettre en conformité avec la réglementation. Donc là, c'est l'excellence de nos contenus, grâce à des auteurs externes et des auteurs internes, qui font qu'on arrive à ça, et je dirais un savoir-faire. Et l'ouvrage de M. Strowell et de M. Wery en sont une bonne illustration, avec parfois, en fonction des publics, on met des illustrations, on travaille sur le legal design, on essaye de transformer des contenus qui sont des contenus lourds avec des tableaux, pour les rendre plus intelligibles, pour les rendre plus accessibles.
Et là-dessus, indéniablement, l'intelligence artificielle va être un des éléments pour nous accompagner, pour nous aider, dès lors qu'on le fait en collaboration avec nos auteurs et avec un contrôle strict du sens véritable qu'on veut et du message qu'on veut porter auprès de nos lecteurs. Alain Strouel, qu'en est-il de la confiance que l'on peut avoir à l'égard des outputs produits par des outils d'IA ? Il faut être prudent. Donc la confiance, oui, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des risques et tout le monde connaît les risques qu'on cite souvent d'hallucination. On peut même parler de risque d'hallucination. Donc, par exemple, ne faites pas de recherche bibliographique. Ne demandez pas des sources à ces outils pour le moment. Et je ne parle pas des outils spécialisés en droit. Je parle des outils génériques ici. Parce qu'ils inventent des sources. Donc, ils ne sont pas très forts. Donc, un des risques, c'est de confondre ces outils avec des outils de recherche. C'est différent. Et c'est encore plus différent, évidemment, d'une machine à calculer. Parce qu'une machine à calculer, son résultat restera toujours correct. Elle applique des règles. Ici, on a des machines qui travaillent sur des statistiques. Et dans les statistiques et la probabilité, il y a toujours des risques d'avoir des résultats qui ne correspondent pas à la réalité. Quel rapport l'intelligence artificielle générative entretient-elle avec la vérité ? C'est un rapport complexe, mais le droit lui-même a un rapport complexe avec la vérité, parce que le droit n'est pas là pour dire le monde. Il essaye de le construire, il essaye d'encadrer le monde, de recadrer parfois aussi certains humains qui se comportent en dehors des règles. Donc le droit lui-même n'est pas là pour dire la vérité. Et la vérité judiciaire, c'est une vérité relative dans le cadre d'une histoire, qui est l'histoire du procès, avec toute une série de contraintes. Donc, on doit être prudent avec ces outils, mais c'est plutôt dans le cas où on fait de l'information, donc dans le cas du journalisme, où il y a des risques importants en termes de désinformation aussi, parce qu'on peut générer des avatars, des faux. Et donc il y a là un énorme risque. C'est un des sujets qui est rapidement abordé dans le livre quand on réfléchit un peu au risque. Hein. Mais donc la vérité, c'est peut-être pas le sujet le plus important pour le juriste. Et sinon, il faut faire attention à ces outils qui peuvent se tromper tout à fait sur certains sujets. Alors, quand on parle de vérité, Paul-Étienne Pimon, comment élaborer et façonner du contenu et des informations fiables, et également de qualité ? Alors, il y a une première réponse qui est assez facile et assez accessible. C'est tout bêtement des auteurs de qualité. Alors, des auteurs externes et des auteurs internes, ça permet déjà de sécuriser un petit peu les choses. Parce que je vais y venir un peu plus tard, mais dans le monde du droit, et comme vous le disiez, on est déjà dans cet univers où on a délimité, en fin de compte, les sources sur lesquelles l'intelligence artificielle travaille. Donc, on arrive un petit peu à contrer certains éléments là-dessus. Donc, ça, c'est le premier élément clé. Cependant, il faut être lucide. La digitalisation, et je dirais même la digitalisation classique, avant qu'on parle même de l'intelligence artificielle, rend les choses un petit peu plus compliquées, et on est confronté à des difficultés, et des difficultés de biais, d'erreurs, d'hallucinations, même quand on est dans des éléments qui sont bien enserrés, comme c'est le cas dans nos produits. Je pense qu'il y a des questions qui vont s'ouvrir et qui sont déjà ouvertes, pour être tout à fait franc, et sur lesquelles beaucoup travaillent, mais c'est par exemple la propriété intellectuelle des contenus générés. Enfin, c'est donc tout un tas de choses se passent là-dessus. Donc, en fin de compte, je vois deux axes pour répondre à ça. Je vois un axe qui est une réponse avec un fond éditorial, qui est la remise en avant de notre contenu. On a vécu une période où on avait l'impression que le contenu était une sorte de commodité.
fin de compte. Et ça allait être utilisé de plus en plus gratuitement et compagnie. Et maintenant, le contenu redevient quelque chose sur laquelle la valeur est importante, la valeur du contenu, la valeur ajoutée du contenu, et c'est le cœur, et c'est ce qui permet d'avoir des réponses de qualité dans l'intelligence artificielle. Donc ça, le contenu, pour un éditeur, est absolument fondamental dans cette évolution. Et ensuite, il y a une réponse technologique. Alors celle-là, elle est peut-être un peu plus contre-intuitive, parce que je me souviendrai toujours d'une personne qui m'a dit « Oh, tu es dans l'édition juridique, mon Dieu, ça doit être poussiéreux. » Bon, c'est tout sauf poussiéreux. On est dans un univers d'innovation permanente, on est dans un univers de technologie permanente, et en tant qu'éditeur, on a cette capacité-là. C'est vrai que ça, c'est une des forces de l'Arci Intersentia, qui peut non seulement s'appuyer sur les forces du groupe Lefebvre avec une recherche-développement centralisée, mais aussi des équipes locales qui sont très spécialisées et qui sont extrêmement compétentes en matière justement de moteur de recherche, en matière de sémantique, en matière de machine learning, en matière de génératif, d'intelligence artificielle générative. Donc tous ces éléments mis les uns avec les autres font que finalement, réponse technologique et réponse sur le contenu, on arrive à relever les défis. Alors, ça ne veut pas dire qu'en effet, il n'y a pas de temps en temps des erreurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des biais sur lesquels on travaille en permanence pour essayer de les identifier, et ça ne veut pas dire que de temps en temps, la machine ne part pas sur un raisonnement et des croisements de sources qui sont avec un résultat qui nous paraît un petit peu surprenant. Mais grâce à ces éléments-là, on arrive à délimiter les choses et à limiter au maximum les effets, on va dire, les pervers ou les effets un petit peu secondaires qu'on peut observer dans de l'IA générative grand public, où là, en effet, il y a un vrai risque pour une utilisation professionnelle. Alors nous allons aussi parler des étudiants parce que c'est en plein cœur du sujet. Quels sont les impacts de l'IA sur les étudiants en droit ? Mais c'est sûr, en tout cas, qu'ils savent que ces outils existent. N'est-ce pas ? On leur demande en permanence et ils en font différents usages. Ils les comparent aussi, y compris des outils chinois. On a beaucoup parlé de DeepSeek. Moi, j'ai des étudiants qui comparent trois outils. Alors, qu'est-ce qu'ils en font ? Il y a des usages qui sont certainement intéressants. Je vais essayer de tester ça avec les étudiants. Il y en a qui utilisent ces outils pour enrichir leurs notes de cours. Donc, on leur donne généralement des présentations PowerPoint. Il y a l'exposé oral, ils prennent leurs notes et certains l'utilisent pour restructurer, enrichir les notes. Ça, c'est un usage à sans doute soutenir et on va le faire. Évidemment, ils sont tentés pour des travaux écrits de les utiliser et ça devient problématique, effectivement. Mais on est en train de réfléchir à comment les intégrer au mieux et c'est pas évident, mais il y a toute une série d'usages qui peuvent être réflexifs. Par exemple, avec certains étudiants qui préparent leur mémoire, on leur demande habituellement lors de la première année de venir avec un premier plan sur base de leurs questions de recherche. Je leur demande, quand ils ont leurs questions de recherche, de produire un plan généré automatiquement et puis d'aller au-delà, de prendre une distance critique et de l'enrichir. Bon, on peut imaginer plein d'autres usages. On est en pleine réflexion, on a des réunions, notamment en faculté de droit. La formation sera essentielle et le livre entend aider les gens à se former par eux-mêmes en proposant toute une série d'usages. Je pense qu'un des usages les plus utiles, c'est l'extraction de contenu. Et donc, c'est vrai que si on a un corpus délimité, ce qu'on peut faire avec certaines techniques, on ne va pas rentrer dans les détails de RAG, par exemple, où on le fait réfléchir à un contenu délimité dont on connaît la qualité, les outputs sont améliorés. Et en général, tout ce qui est extraction de données à partir de textes, c'est important. Et donc, quand on travaille sur des dossiers avec des volumes très importants, ça peut être dans le domaine du droit économique ou de longues dépositions, ce sera certainement très utile. Mais on doit inventer tous ces bons usages et je pense que toutes les professions juridiques y réfléchissent et les usages sont très différents d'un métier du droit à l'autre. Oui. Faudrait-il revoir la manière dont on enseigne le droit ?
Mais oui, en partie, hein, parce que tout ce qui est connaissance, ce sera accessible assez facilement. On ne devra plus se rendre dans des bibliothèques. On pourra pousser sur un bouton en posant les bonnes questions à un outil généraliste ou spécialisé. Donc, c'est vrai qu'on doit réfléchir à sans doute développer l'esprit critique. Il faut que les étudiants restent très indépendants par rapport à la machine et ne tombent pas, parce qu'on est des humains, donc on est paresseux, a priori, dans une forme d'inertie et de passivité par rapport à ce que ces outils procurent. Donc oui, il y a, je pense, toute une série d'attitudes à développer. Il y a l'heure en général, mais on y revient peut-être sur l'intelligence, la nouvelle forme d'intelligence. Je pense que tout ce qui est relationnel, interrationnel, communication, tout ça va devenir de plus en plus important. Donc, tout ce qui est ce qu'on appelle parfois les soft skills, puisque la production de texte va en partie être prise en charge par ces outils. Et donc, c'est la prise de décision, c'est la critique. Et puis, il faut présenter ça à un client, il faut défendre ça devant un juge. Tout ça, ça implique une dimension interrelationnelle, une connaissance et peut-être une compréhension émotionnelle, parfois aussi des situations. Tout ça, ça échappe à la machine. Ça deviendra de plus en plus important. Donc, votre métier, par exemple, dans la communication, les juristes pourront développer peut-être ces aspects-là qui étaient sous-développés, mais c'est encore le cas encore plus dans d'autres professions. Songeons aux médecins, par exemple. Ils pourront davantage, peut-être si ces outils les aident à faire des diagnostics, communiquer autrement. Et tout l'aspect interrelationnel pourrait être pris en charge par les humains. Ça pourrait être un bon développement. Oui, j'imagine l'évaluation sera aussi différente, sachant que, voilà, par exemple, les soft skills, comme vous dites, aura plus d'importance. Tout à fait. Et donc, il faut maintenir, mais ça, on l'a encore en droit, des examens oraux, par exemple. Mais dans certaines facultés, on a abandonné ça. Et alors, notamment aussi dans les universités à l'étranger, tout spécialement les universités anglo-saxonnes, le type d'évaluation, c'est généralement le paper, le travail écrit, mais qui peut être fait à la maison. Ça, je pense que c'est le type, justement, d'évaluation à éviter. On a moins ce problème-là parce que soit on a des examens oraux, soit ce sont des examens dans des lieux qui sont contrôlés. On n'a pas accès à Internet et c'est écrit, mais c'est manuscrit. Donc on a moins, je pense, ce problème en termes d'évaluation, mais il faudra encore davantage améliorer l'apprentissage du dialogue aussi maïeutique et l'examen devrait être une conversation, une interrogation, mais pour qu'il y ait un bon examen, il faudrait que la dynamique soit bonne. Et ce sont des qualités que les étudiants devront davantage développer et que nous, en tant qu'enseignants, on devra essayer de soutenir aussi. Ouais. Oui. Et qu'en est-il de l'apprentissage permanent des praticiens ? Alors, les praticiens, eux, d'abord, ils doivent se rendre compte que ces outils existent. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les professions juridiques, puisque habituellement, les juristes sont quand même assez éloignés de la technologie. Donc, il y a tout un apprentissage. C'est pour ça qu'on s'adresse à eux via des livres, dans un premier temps. Voilà. Mais j'imagine que ce livre sera accessible autrement. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail de formation qui doit être fait pour les praticiens dans différents métiers. Et il faudra devenir plus spécifique aussi aux différents métiers, parce que le métier de l'avocat n'est pas le métier du juge, n'est pas le métier de l'huissier, etc. Il y a plein d'autres métiers en dehors du monde judiciaire. Donc oui, il y a beaucoup de travail à faire encore, en formation continue, avec différents outils, pas nécessairement ce livre-là, il y a plein d'autres outils qui sont disponibles. En tant qu'éditeur, Paul-Étienne, comment abordez-vous et établissez-vous l'équilibre entre l'humain et l'IA ? Et c'est une question qui nous a préoccupés dès le début, en fin de compte. Vraiment, très rapidement, on s'est posé la question. Et puis peut-être aussi, comme juriste, on aime bien enserrer les choses avec des chartes, d'essayer d'organiser les choses. Mais quoi qu'il en soit, dès le début, que ce soit au groupe et au sein de l'Ars Intersentia, on a développé et on a travaillé sur le concept d'IA responsable. Et alors là, il y a différents volets là-dessus. Dans un premier temps, une première responsabilité, c'est vis-à-vis de nos clients. Le but du jeu et les outils qu'on met à disposition, si ils sont un peu démultipliés maintenant avec l'IA, le but du jeu n'est pas de venir remplacer évidemment nos clients, mais au contraire
leur mettre à disposition un outil pour les rendre encore plus performants. Et en effet, là, je vous rejoins complètement. Nous, l'idée est véritablement de mettre à disposition un outil qui, bien utilisé, doit permettre de donner du temps, et du temps qui sera du temps pour la création, du temps pour l'analyse juridique, du temps pour le contact, parce qu'on l'oublie souvent, mais le métier de juriste est un métier de contact, et je pense que les médecins comme les juristes, ça fait partie des griefs où de temps en temps on reste dans un univers avec un jargon qui éloigne en fin de compte le justiciable qui se sent totalement perdu. Et bien là, on a du temps sur l'explication, même si les outils d'intelligence artificielle peuvent accompagner et peuvent aider, je dirais, le praticien. Dans la solution géniale, vous avez la possibilité d'avoir une réponse à destination d'un non-sachant, d'un non-juriste. Et pour justement essayer d'expliquer un petit peu les choses. Donc ça, c'est véritablement clé pour nous. Et un temps de création, parce que on a identifié assez rapidement, et le gros risque, c'est qu'on se retrouve, et notamment chez les étudiants, mais sur une logique de copier-coller. Et si on est sur une logique de copier-coller, là, on est dans une zone dangereuse, à notre sens, parce que l'intelligence artificielle n'est pas faite pour ça. L'intelligence artificielle, elle est là pour justement apporter et faire le boulot un petit peu fastidieux de lecture, de synthèse, et ensuite de titiller, de venir titiller votre esprit critique et de voir dans quelle mesure vous allez challenger en fin de compte le résultat de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est véritablement notre axe de développement et la façon dont on présente les choses et dont on a envie que nos clients s'emparent de l'intelligence artificielle. Après, et vous l'avez évoqué, il y a un enjeu de formation. Et donc ça, c'est vraiment important de former les utilisateurs. Et avec un effet très positif de cette formation, parce que on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que dans la logique de responsabilité, il y a la responsabilité environnementale de l'utilisation de ces outils. On est au début de l'aventure. On sait que c'est absolument au-dessus de l'exponentiel, c'est-à-dire que quand on voit les consommations d'électricité des grands acteurs du marché, on ne sait même pas très bien quelle va être leur consommation dans les ans, les 2 ans, les 3 ans, les 5 ans qui viennent. Et il faut aussi qu'on se dise que quand on est dans l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle, grâce à la formation, ayons une certaine sobriété dans l'utilisation. Et pourquoi l'utilisons-nous? Qu'on ait aussi ce questionnement et qu'on ne l'utilise pas pour des choses qu'on sait faire soi-même ou des choses qui sont faciles à faire et qu'on essaye de consacrer ça véritablement sur les points où ça apporte une aide et ça va permettre derrière de dégager suffisamment de temps pour apporter une valeur ajoutée intellectuelle propre à, je dirais, un spécialiste du droit. Alors, Alain Strawell, sur la couverture du nouvel ouvrage publié chez Larsia Intersentia, L'intelligence artificielle pour les juristes, on peut y lire la phrase « C'est juste une question d'équilibre ». Pouvez-vous développer ? Oui, mais je voudrais peut-être d'abord rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que l'usage responsable, c'est essentiel. Et effectivement, il y a une série de pratiques qu'on doit éviter. Par exemple, la génération d'images, il faut savoir que ça utilise beaucoup plus d'électricité que la génération de texte. Alors, heureusement, on est ici dans le domaine du droit, donc c'est essentiellement du texte. Ouais. Mais il faudrait éviter de générer, sans raison, des images par ces outils, parce que l'utilisation d'énergie est importante. Donc il y a toute une série de bonnes pratiques à définir et on devra préciser ça, bien entendu, au cours des années. Alors, oui. Excusez-moi, et par nature, et même s'il y a des modèles qui sont plus économes que d'autres, hein, et ça, c'est des choses qui sont en permanente investigation par les gens qui mettent en œuvre de l'IA, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on compare une recherche Google et une recherche sur ChatGPT, on est sur un ratio de 1 à 10. Voilà, en termes de consommation et en termes d'énergie nécessaire, en fin de compte. Et en cela, ne transformons peut-être pas notre Google par ChatGPT juste pour des questions environnementales.
Oui, mais alors tout dépend aussi parce que les questions sont vastes quand on parle de durabilité. Comment cette électricité est Absolument. produite, hein, et Absolument. donc, Non, on mais là, pourrait ça va nous plutôt emmener un peu songer loin, là. à un outil français parce que l'énergie est peut-être plus verte en France. Enfin, c'est à discuter. Sujet pour le Bon, prochain podcast, voilà. n'est-ce pas? Ben, on peut en revenir à l'équilibre alors. Tout à fait. Bon, ben oui, c'est l'équilibre entre la machine et l'humain. C'est ça qui est visé par l'image qui a été réalisée par Pauline. Et on la remercie d'ailleurs au passage. Et on remercie l'éditeur parce qu'il y a pas mal de couleurs. Pas simplement sur la couverture. C'est la première fois que je publie un ouvrage en droit avec des couleurs. C'est l'accessibilité au droit. Voilà. Ben oui, le droit est une question d'équilibre. Ça, on le sait. Je ne sais pas si l'outil sera le plus performant lorsqu'il s'agira de faire les derniers ajustements de l'équilibre juridique. Mais ce qu'on devra faire, c'est l'équilibre entre l'utilisation de la machine et le recours aux capacités humaines. Voilà. Donc, je suppose que c'est ça qui est représenté sur la couverture. Très bien. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Avez-vous encore un mot de la fin? Non. Merci, Monsieur Stroel. Merci à vous deux pour vos perspectives. Paul-Étienne Pimon, CEO Editorial and Training Business Lines Director, Larcier Intersentia. Également Alain Stroel, professeur UC Louvain et également avocat au bureau de Bruxelles. Je vous invite à prendre connaissance du nouvel ouvrage intitulé Intelligence artificielle pour les juristes que vous trouverez chez Larcier Intersentia. Merci de nous avoir suivis. À une prochaine fois.